Et là, la nuit tombe. Et je crois que mes voisins pensent que je suis une TikTokeuse. Partie question-réponse. Salut YouTube. Sur chaîne 1, j'étais 3e français au fléchette. Fléchette, ouais. Incroyable. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview sur la chaîne où je reçois une personne connue dans le monde du jeu vidéo et du podcast. Sa voix vous semblera certainement un peu familière si vous êtes fan de podcasts rétro gaming. Mesdames et messieurs, Enfalmir. Salut Enfa, comment tu vas? Salut Boki, salut YouTube. Ça va, ça va. Ouais. Il commence à faire tard. Moi, j'ai pas l'habitude. Je suis vieux maintenant. Je me couche tôt. Oui, non mais t'inquiète, on va faire ça très très vite pour que tu puisses aller à ta soupe. Non. Prends le temps, prends le temps. En tout cas, on n'a pas mis tout ce matos. J'ai pas monté les lumières pour emballer ça en 20 minutes. Non, on va prendre notre temps. Alors, faites attention parce que moi, je vois Boki juste ici. Vous êtes là, donc moi, j'ai l'habitude d'avoir juste un micro et de faire ma vie. Donc, je te fais confiance. N'hésite pas à Ouais. me dire si je fais des choses. Je ferai enfin, recentre-toi. La Exactement. caméra. Tu vois, hop là, hop, on est bien. C'est bon, nous sommes prêts. Donc, la question de base, comment ça va? Ça va bien. Donc j'ai parlé rapidement que tu étais un acteur présent dans le monde du podcast et du rétro gaming. Oui, connu dans le monde entier. Absolument. Le monde entier de la France. C'est ça. Et quelques pays francophones, bien entendu. Enfin, si tu devais présenter ce que tu faisais, ce serait comment? De manière simple et concise, comme à ton habitude, bien entendu. Je dirais que je suis animateur du podcast de la Case Rétro depuis 2011, qui a fêté cette année ses 10 ans d'existence. D'accord. Et la case rétro, c'est quoi? Alors, la Case Rétro, c'est un podcast consacré au rétro gaming, dont le but est de parler d'un jeu ou d'une thématique, avec plusieurs chroniqueurs qui ont un passé avec ce jeu, qui sont totalement amateurs, et qui vont échanger leurs avis, leurs souvenirs surtout, et comme ça, essayer de dresser un petit portrait du jeu tel qu'on l'a connu à l'époque, et ce qu'on en pense aujourd'hui. Eh bien dis donc, J'ai l'impression d'avoir préparé le truc, c'est C'est ça, incroyable. c'est ce que j'allais dire, tu connais bien ton sujet, à croire que... Ah, il est incroyable. Ouais. Puis après en off il me dira, non mais tu sais Super Boki, j'ai plein de notes à côté de moi. Donc ça, j'ai mon assistante juste ici, La avec le petit fameuse. pancart. On va passer la parole au Enfa du passé. Le Enfa du passé, jeune homme fringant, plein de rêves, qui décide un jour, avec quelques autres de ses... Enfin, avec quelques amis, de fonder un podcast. Le jour où vous avez eu cette idée de former la case rétro, de faire un podcast et pas juste parler sur un blog de jeux vidéo, est-ce qu'à un moment tu t'es imaginé que ça pourrait durer sur la longueur, que ce soit 1 an, 5 ans ou 10 ans, ou c'était juste un jet comme ça et on verra ce qu'il arrive? Je pense pas que... Non, je pense que personne de l'époque n'a pensé que ça durait aussi longtemps quand c'est lancé. Moi, je pensais faire genre 2 saisons et faire autre chose parce que j'aimais bien à cette époque, j'étais encore jeune, des cheveux. J'aimais bien lancer des idées, voir s'ils pouvaient marcher ou pas. Moi, je voulais faire du YouTube et à la base, la case rétro était un format vidéo, mais avec une base de podcast. Et moi, j'aimais beaucoup ça, l'histoire de faire de la vidéo, partager des trucs en vidéo. Mais il se trouve que le format podcast a marché extrêmement vite, contrairement au format vidéo, et que bah, du coup, quand tu vois où les gens t'apprécient, tu essaies de voir jusqu'où ils peuvent t'apprécier, et sur la longueur, je pense que quand on a eu, donc je crois que c'est en saison 3, on a été élu meilleur blog jeux vidéo au Golden Blog Award à Paris. Là, on s'est posé tous la question, genre on fait quoi après? Est-ce qu'on essaye de grandir, de faire de l'argent, tu vois, ce genre de trucs? Donc on s'était tous réunis pour savoir, bon voilà, on est cool, on a eu ce super trophée et tout, ça nous a fait de la pub, la communauté est super contente pour nous, etc. Donc c'était vachement cool. Et quand on s'est dit, bon, est-ce qu'on essaie d'aller jusqu'aux 5 ans? Hop, on va jusqu'aux 5 ans. Et forcément, quand tu te dis on va jusqu'aux 5 ans, tu te dis on va peut-être aller jusqu'aux 10 ans. Mais 10 ans, c'est extrêmement long. Et le fait est que si on s'était dit on fait les 10 ans, peut-être on arrête, ou alors on essaye de tenter les 10 ans, mais on ne sait pas si on va y arriver, je pense qu'on s'est juste dit, en fait, je pense qu'en tant que podcast amateur, on s'est juste dit
qu'est-ce qu'on fait la saison prochaine et de se le dire à chaque saison jusqu'à ce qu'on arrive en fait à la saison 10. On n'a pas de projet sur le long terme. Le but, c'est juste de trouver des sujets intéressants qui nous plaisent tous, sur lesquels on peut échanger et que ça soit original, tu vois, qu'on n'essaie pas de faire forcément des redites, qu'on essaie de naviguer sur les années, les genres, les plateformes, ce genre de trucs quand on parle de jeux vidéo. Et du coup, c'est pour ça que le sang frais vient en fait des nouveaux chroniqueurs qui rejoignent la case rétro, parce qu'ils arrivent avec leurs souvenirs à eux, leurs passifs, leurs affinités, et ça crée de la nouveauté tout le temps sur la case, ça crée de l'émulsion même chez les anciens, parce que les nouveaux, ils arrivent, ils ont des idées, ils ont envie de partager des trucs, ils sont enthousiastes, tout en sachant que, entre guillemets, tu leur dis, bah, les 9 ans d'avant, vous n'avez pas le droit de les faire, parce qu'en fait, on a déjà traité les jeux. Du coup, il faut toujours créer de la nouveauté, essayer de se trouver une motivation à nous pour faire du podcast. Donc, en fait, ça marche à l'année pour nous de se dire, ouais, allez, je fais un an de plus et tout, parce que on voit la liste des jeux qu'on a envie de traiter, on se dit, bah non, je vais forcément rester l'année prochaine parce qu'il y a ce jeu-là et tout. Donc, je pense que maintenant qu'on a passé les 10 ans, qui est quand même un cap qu'on avait en tête depuis un moment, euh, maintenant, on va peut-être voir les 15, voir les 20, peut-être, je sais pas comment ça va marcher, comment les gens, le reste de l'équipe vont ressentir ça. Mais comme il va venir des nouvelles personnes, il y aura toujours des nouvelles idées et la case d'intro va continuer d'évoluer comme ça nous plaît à nous. Tu vois, on se forcera jamais à faire un truc qui nous plaît plus. Donc, si vraiment on n'a plus rien qui nous motive, bah on arrêtera et ça sera comme ça. Comme c'est Patrick Béja qui m'avait dit que le sort de beaucoup de podcasts c'était de s'éteindre dans l'indifférence et en fait il a grave raison, il avait dit ça il y a plusieurs années et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc on continue à faire ce qu'on aime et le jour où ça nous saoule, on n'aura plus la motivation, bah, on arrêtera et puis on regardera ce qu'a été la case rétro, on sera fiers, je pense, pour la plupart d'entre nous. Bah oui, parce que 10 ans quand même, c'est pas rien. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts jeux vidéo qui ont réussi à tenir sur la longueur comme ça. Surtout en se renouvelant, que ce soit au niveau de votre format, en le peaufinant, en le rodant. Parce que je pense, enfin, tu me donneras raison ou non, vous avez mis quand même un petit peu de temps avant de trouver votre rythme et votre formule exacte, si on regarde les premiers podcasts. Et On a eu le temps de le faire en fait. C'est que quand nous on a commencé, on était sur Gameblog, on était dans la communauté de Gameblog, à partager les podcasts, à avoir les retours de la communauté de Gameblog, donc avoir un petit cercle comme ça qui te fait tes retours. On a après été invité par Gamerside qui nous a permis de nous faire connaître à des gens au-delà de Gameblog. Ouais. Donc en fait, on nous a donné le temps. On a eu la première saison, ça a été vraiment le moment où on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et à la fin de la saison, on s'est dit qu'est-ce qu'on a fait, de regarder qu'est-ce qu'on a fait, c'est quoi ce qu'on fait et qu'est-ce qui nous plaît là-dedans, qu'est-ce qui nous plaît pas, comment on change ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut être prêt dès le premier épisode. Ou en tout cas, les gens pensent qu'il faut être prêt dès le premier épisode, alors que je pense que se donner une saison de test, d'essai, ça gêne personne, ça fait de mal à personne. Et au moins, tu sauras en tant que créateur ce que toi, tu as envie de faire. Et le public te dira ce qu'il aime dans ce que tu fais. Donc, l'avantage de la case, c'est que justement, on est arrivé à un moment où ça commence à devenir très facile de faire du podcast. Et en même temps, on avait le temps de faire des erreurs, de faire des bidouillages, etc. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais nous, on a juste eu de la chance d'arriver à un moment où on a eu le temps de faire des erreurs. D'accord. Et en parlant de tests, justement, j'avais parlé, je crois que c'était avec Soubi, de votre épisode pilote. Il avait des souvenirs un peu diffus et il m'a dit, tu demanderas peut-être à Enfa parce que Enfa, il garde tout, il conserve tout. Et est-ce que tu te rappelles, ton épisode pilote, c'est sur quoi, comment vous aviez un peu traité le sujet et si c'était quelque chose de correct ou un peu léger par rapport à ce que vous avez pu proposer dans la première saison? Le pilote, c'était juste un peu comme ce que tu fais toi, tu vois, avec nous. C'est de poser des questions sur les gens, ce qu'ils aiment, les gens qu'ils aiment. Je crois qu'on avait parlé des magazines et des magasins, de souvenirs comme ça. Et c'était vraiment histoire de voir est-ce que cette idée de la case peut marcher, est-ce que c'est sympa à faire, est-ce que c'est pas compliqué à monter aussi, combien de temps ça prend. Je crois que ça fait partie des fichiers que je n'ai plus. Donc si un auditeur là, qu'il n'hésite pas à le balancer. Et en fait, c'était pas prévu à être diffusé.
Et je pense que c'est pour ça que je l'ai perdu. C'est que, en fait, je l'ai monté, je l'ai fait tourner, l'équipe a adoré, et forcément, quand tu commences un truc que les gens aiment, même si tu avais dit, on le diffuse pas, c'est juste pour nous, on l'a diffusé Bien sûr. pour avoir les retours, et les retours étaient cool. Genre, ah, putain, c'est super et tout, hâte de voir le prochain. Et ça nous a donné la motivation d'enregistrer 2-3 podcasts la semaine d'après. À l'époque, on faisait des podcasts de 30 minutes. Mais c'était vraiment un tour de table des chroniqueurs sur leurs souvenirs, sur ce qu'ils aiment, etc. Donc c'était pas un sujet net, c'était vraiment une petite discussion entre nous, histoire de voir s'il y avait du rythme, ce qui était bien ou pas, parce que c'était incertain en fait. C'était moi j'avais des idées, eux le reste de l'équipe avait d'autres envies, ou enfin en tout cas une autre image, donc on voulait voir si ça allait pouvoir coller. Donc rien n'était sûr là-dedans. Mais ça nous a plu parce que la discussion était sympa, et du coup on l'a diffusée. Mais celle-là je pense pas l'avoir. Donc si un auditeur là, n'hésite pas à la balancer. Mais le message est passé. Ah, d'ailleurs, j'entends dans mon oreillette que j'ai un message de Punky à ton égard. Enfin, c'est un message gestuel avec le doigt du milieu de sa main. Où, c'est pour le fait que tu aies fait Tony Hawk sans lui. Voilà. Non, c'est pire que ça. Je crois que si je dis pas de bêtises, Tony Hawk, c'est le podcast qu'on a fait juste avant qu'il arrive lui. Ou un truc comme ça, ou l'année d'avant. Et oui, il est pas bien. Il est pas bien. Oui, bah oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va rester longtemps, une blessure béante dans le cœur de Punky. Je pense qu'il y a un trauma parce que récemment sur sa chaîne Twitch, je l'ai vu jouer à un RPG, donc du coup, il va vraiment pas bien. Faut faire quelque chose pour lui. Mais effectivement, ça fait partie de ses gros regrets. C'est un peu comme Sonic, tu vois, c'est les jeux qu'ils proposent chaque saison. Tout le monde en fait a ses madeleines qu'il essaye de refourguer à chaque saison sur le listing, et Punky a beaucoup de skateboard et de jeux Sega. C'est vraiment étonnant quand on connaît le personnage. Hein. C'est ça, je tombe de ma chaise. Donc, enfin, c'est la case rétro, mais c'est aussi le jeu vidéo au sens large. J'ai vu que tu étais également présent de manière un peu dilettante sur Twitch maintenant, mais que tu es présent depuis, je crois, un peu plus de 4 ans en vrai sur Twitch. Oui, ça fait longtemps que j'ai une chaîne Twitch, comme ça fait longtemps que la case rétro a une chaîne Twitch. Ouais. Parce que j'aime bien partager, j'aime bien suivre des gens sur Twitch. Au début de la case, on faisait pas mal une fois par mois, on faisait un petit live. Ouais. On savait pas encore comment vraiment ça marchait Twitch, donc du coup on faisait des émissions YouTube, mais en direct. Donc on essayait de formater un truc d'1h20, alors que aujourd'hui Twitch est devenu beaucoup plus chill, beaucoup plus lent, beaucoup plus interactif. Donc du coup ça faisait longtemps que j'avais cette chaîne et que j'aime bien la traiter, mais en fait ça demande une rigueur que pour l'instant j'ai pas sur le matos. Tu vois, moi j'ai mis un quart d'heure à monter juste mon pied, ma lumière, mon micro, etc. Quand tu as envie de lancer un live, l'avantage de la plupart des streamers, c'est que leur setup il est prêt, tu vois. Donc du coup, moi j'aimerais bien en faire plus, mais comme on a la case, etc., c'est pas forcément ma priorité. Mais c'est un format que j'aime beaucoup. Je regarde de plus en plus Twitch plus que YouTube. Donc moi j'aime bien le suivre en tant que viewer, et en tant que streamer, moi ça va parce que j'aime bien jouer, j'aime bien montrer le jeu à des gens, tu vois, dans la vraie vie, tu vois. Donc c'est un peu la même chose, mais il faudra juste que je trouve le temps de me dire, ok, de ces 2 heures-là, je vais les consacrer au stream, et je vais m'amuser, tu vois. Mais je vais essayer d'en faire plus, et à la case, on va essayer d'en faire plus cette année, parce qu'on est plusieurs à aimer ça, et que c'est une autre manière de partager avec les gens qui nous suivent depuis plusieurs années maintenant, de dire, voilà, vous nous suivez comme ça sur les réseaux, vous êtes abonné à Twitch aussi, vous aimez Twitch aussi. C'est une autre manière de consommer du jeu vidéo, du vieux jeu vidéo. Donc moi je suis pas du tout réfractaire à Twitch, j'aime beaucoup ça. Et effectivement, j'en fais un peu, de plus en plus, motivé par mes copains Punky ou autres de la case. Oli aussi, et du coup j'aime bien ça, et j'aime bien l'interaction directe qu'on a rarement avec le podcast. D'accord. Donc du coup
peut-être que la saison 10 sera une saison un peu cross-platform au niveau des formats proposés. Il y a des chances qu'il y ait des surprises comme ça, ouais. Voilà. Après, on n'est pas là pour divulgacher, loin de là. C'est ça. Du coup, ces 23 premières minutes me laissent croire que tu as, semble-t-il, un rapport assez étroit avec le jeu vidéo. Oui. Donc on a Je connais un parlé... peu. Oui, j'ai quelques passes, J'ai joué à Tetris une fois, ouais. n'est-ce pas? Du coup, on a parlé au Punky, pas du tout. Du coup, on a parlé au Enfalmir d'il y a 10 ans. On va maintenant parler au petit Enfa, le bébé Enfa, et savoir comment, enfin bébé, tout jeune bambin, comment est-ce qu'il a découvert le jeu vidéo? Le jeu vidéo, je l'ai découvert sur les genoux de mon père, à jouer à Moon Patrol sur Apple II. Mon père avait la rareté, vu sa fonction de policier et de classe moyenne, d'avoir un Apple II GS à la maison, ce qui était très rare dans les années 80. Et du coup, j'ai découvert le jeu vidéo avec Moon Patrol, Last Ninja aussi un peu, même si c'était beaucoup trop compliqué pour mon âge. Et en jeu console, dans la même époque, en fait, c'était le truc facile, c'était qu'il y avait le Alex Kidd intégré sur le Master System. Ouais. Donc du coup, le petit bambin ne pouvait pas se tromper en mettant la cartouche. Il pouvait pas faire de mal à la cartouche. Donc du coup, je jouais beaucoup à Alex Kidd et à ce Moon Patrol que je trouvais extraordinaire. D'accord. Et Moon Patrol, pour le profane que je suis, qui ne connaît pas, comment est-ce que tu pourrais définir ce jeu? Alors Moon Patrol, tu joues le camtar de Mass Effect sur une planète et tu as des obstacles qui se présentent à toi sous forme d'astéroïdes ou ce genre de trucs, et tu as des missiles à tirer vers le haut et des trucs à tirer vers le devant, je crois, et tu as un terrain très accidenté sur lequel tu vas devoir naviguer pour aller du point A au point B. C'est un jeu d'arcade très simple, mais très addictif aussi. J'y ai rejoué il y a pas très longtemps parce qu'en fait Tosmo m'a rappelé ce jeu. Je l'avais oublié D'accord. pendant des années. J'avais ce souvenir d'un jeu, je savais pas le nom, et un jour Tosmo parle de Moon Patrol et je regarde et j'ai eu ce flash qu'on a des fois où tu as l'impression d'avoir rêvé un jeu de ton enfance et d'un seul coup quelqu'un te le rappelle et tu fais Et là, j'ai joué à ça. J'ai joué à ça. Et voilà, Tosmo m'a ramené au souvenir de ce jeu, et c'est un jeu qui est un jeu de son époque, mais qui est un jeu qui peut être très fun à jouer encore aujourd'hui. Il est pas compliqué, il est simple visuellement, il est vraiment pas dégueu, et il vieillit bien. Il fait partie des jeux qui vieillissent bien. et ben, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent, et voir si aujourd'hui tu étais toujours joueur et quel était ton type de jeu maintenant. Je joue à tout, moi. Je joue à tout, c'est le problème. C'est que ça fait peut-être 3 ans, je crois, que j'essaie de me donner une sorte d'hygiène de jeu. Et du coup, en fait, je ne joue qu'à un seul jeu tant que je l'ai pas fini. Parce que ma liste de jeux à faire devenait insurmontable. Et je me suis dit, bon, voilà, j'arrête les conneries, je fais une liste. Quand je finis un jeu, je le mets sur la liste. Et à la fin de l'année, j'espère au moins avoir fait 12 jeux, au moins un jeu par mois. Donc j'essaie de viser. En fait, ça m'oblige à choisir mes jeux, parce que je m'étais retrouvé à une époque où je jouais qu'à des jeux en ligne, et du coup, même si tu t'amuses, il n'y a pas de fin et tu n'as pas de sentiment de satisfaction, et ta liste de jeux à faire continue d'augmenter. Bien sûr. Et du coup, voilà, j'essaie de faire un jeu en ligne, un jeu solo, enfin, on va dire un jeu PlayStation et peut-être un jeu PC ou portable. Donc, du coup, je joue vraiment à tout, parce que comme je fais que un jeu à la fois, dès que je passe à un autre jeu, j'ai envie d'avoir un truc totalement différent. Donc, du coup, oui, tu vois, en ce moment sur la Play, je joue à Ghost of Tsushima. En jeu multi, j'ai du Apex qui a remplacé Rocket League. Et sinon, je regarde mes jeux indés que j'ai sur Steam ou Epic, et du coup, j'essaie de varier un peu là-dessus, tout en sachant qu'il faut aussi avoir les jeux rétro pour la case rétro que tu révises. Donc, c'est pour ça que, en fait, si je m'étais pas dit, je ne fais pas plusieurs jeux à la fois, enfin, sur une même console, genre des fois j'avais 4-5 jeux en même temps et que j'avançais pas, j'arriverais pas à suivre. Et du coup, je me dis, bon, j'ai 2 ans de retard sur ce qui est sorti sur PlayStation, mais c'est pas grave en fait, parce que en fait, j'ai trop de jeux à faire. Il y a trop de jeux à faire, donc du coup, j'essaye de jouer un peu tout. Je suis pas un grand fan des versus ou des shoot 'em up, pour rien te cacher.
c'est pas forcément les jeux qui me... Puisque je suis très mauvais, hein, voilà. Je pense que c'est souvent comme ça. Quand on n'aime pas un genre, c'est vraiment qu'on est nul, surtout des trucs compétitifs comme ça ou qui demandent du skill. Ouais. C'est pas mon truc. J'ai arrêté les MMO aussi parce que ça prend trop de temps, alors que j'adore ça. Du coup, j'essaye d'alterner, tu vois, les jeux d'action, les RPG, les point and click. Je suis vraiment touche à tout. J'ai pas de fidélité sur un éditeur ou une plateforme. Donc, quand un jeu me plaît, bah, j'ai envie d'y jouer, tu vois. J'ai pris le Game Pass pour faire du Forza Horizon. Après, je suis parti sur un Shenmue 3 qui n'a rien à voir. Donc, j'ai pas de préférence. J'essaie de jouer à tout. Et même si c'est pas de ouf, tu vois. Ouais, et, bah, en parlant de pas de ouf, du coup, ton ressenti sur Shenmue 3? Pas de ouf, pas de ouf. Quand tu vois le ratio attente, résultat. Je pense pas, non, je mettrais pas l'attente sur Shenmue 3, c'est Ouais. pas une attente que j'ai eue. Alors que je l'ai backé à la minute où le truc a été annoncé à l'E3. J'ai lâché mes 60 balles en mode ah, incroyable et tout. Ouais. J'ai pas suivi le Kickstarter, j'avais pas envie de regarder tous les mois où vous en êtes, ils ont mis très longtemps à me l'envoyer en plus, parce qu'il y avait un problème d'adresse, etc. Du coup, je l'ai eu très longtemps après tout le monde. Je n'ai joué qu'à ça pendant 3 mois, et c'était long. C'était pénible. Très long. J'ai pas passé un bon moment. Le moment n'était pas bon, mais à l'intérieur de ce mauvais moment, il y avait des bons trucs, tu vois, des figurances où je me suis dit ah, ça je suis content de le savoir, j'aurais regretté de pas l'apprendre. Ouais. Mais quand j'ai fini le jeu, je me suis dit ouais, je pourrais dire ouais, Shenmue 3 je l'ai fait, ouais. Et c'est dommage, mais je suis pas triste que ce Shenmue 3 ait cette gueule là, parce que Shenmue 3 n'était pas censé avoir une existence en soi, donc d'avoir juste un tout petit aperçu de ce que Suzuki avait en tête, c'est déjà bien. Ouais. Tu vois, je regrette pas mes 60 balles claquées il y a 1000 ans. Donc, j'ai pas passé un bon moment, mais le moment n'était pas inintéressant. D'accord. Bah, tu vois, je vais m'oser à un parallèle un peu hasardeux. Ça me rappelle un peu l'expérience que j'ai eue quand Dragon Ball Super est arrivé. Tu vois, moi, je suis gamin, fan de Dragon Ball de la première heure. C'est arrivé Dragon Ball Super, j'ai fait oh, la hype de ouf. Et en fait, je les ai tous regardés et j'ai l'impression, tu sais que bah, le chemin de pénitence, je marchais, je me faisais fouetter pendant tous les épisodes. C'est nul, mais je suis fan, je vais regarder jusqu'au bout parce que je suis fan. Et de temps en temps, t'avais un épisode, je sais pas pourquoi, où c'était super bien animé, c'était sympa. Et je me suis dit, cool, j'ai pas raté ça vu que je l'ai vu. Et une fois que j'ai fini le dernier épisode, et c'est pareil, d'une longueur, enfin, incroyable, je me suis dit, c'est bon, je les ai vus. Je les regarderai plus jamais, certainement. Mais voilà, je suis content quand même de les avoir vus, tu vois. Ouais, c'est fait. Ouais, c'est ça, quand t'es fan, même si tu sais que ça va pas être bien, il faut quand même qu'il y ait des warnings très, très forts pour que tu ne te l'infliges pas. Quand t'es fan, tu sais que c'est de la merde, tu sais que ça part en vrille, tu sais que les talents qui ont fait que tu es fan ne sont plus là, etc. C'est ça sur ça peut être des séries, ça peut être des films, ça peut être des jeux, tout ce que tu veux. Puis ça peut même être toi, la perception que tu avais du jeu vidéo à cette époque-là ou d'un animé. Entre le moment où tu avais 10 ans et le moment où tu en as 30, bah tu changes quoi. Ouais, c'est ça, t'évolues. Et si le truc n'évolue pas comme tu aurais souhaité ou ce que tu en attendais, forcément tu vas être déçu, mais en tant que fan, t'as envie quand même de savoir où ils veulent aller, ce qu'ils veulent en faire. Et c'est pas grave, tu vois. S'il y a des gens qui ont kiffé, cool. En fait, ça retire pas le plaisir que toi t'as eu à l'époque. Moi, ça m'enlève pas ça, tu vois. C'est pas parce que Die Hard 5 pue la merde que le premier et le troisième sont toujours pas ont arrêté d'être des chefs-d'œuvre. Ouais, je comprends. Moi, je suis pas embêté par les mauvais épisodes. Tant que tu me changes pas ou que tu m'annules pas l'ancien, c'est pas grave, c'est pas très grave. Eh bien écoute, le fait de parler de changement, de perspective et d'évolution nous fait une transition toute trouvée vers ta Madeleine de Proust. Pas du tout, c'est pas du tout une très bonne transition, mais on va quand même la faire. La Madeleine de Proust, donc ce jeu ou cette console qui aurait marqué ta vie de joueur. Ah, en Madeleine, en console, je pense que ça...
J'aurais envie. Ma réponse normale, ce serait la Dreamcast parce que c'était à une bonne époque. C'est à l'époque où je devais avoir quoi, 13-14 ans. Ouais. Donc c'est vraiment à l'époque où tu forges tes plaisirs qui vont te suivre jusque dans ta vie d'adulte. Mhm. Mais la PlayStation a été ma toute première console à moi. Pas à mon frère, pas à nous deux. Ça a été ma première console à moi et du coup, je l'ai reçue à un Noël très particulier aussi. Donc, je sais que cette console-là, tu vois, pas juste PlayStation 1, mais cette Ouais, console-là, ouais. la console que j'ai eue à Noël, aura une place toujours plus importante que les autres. Et parce que les jeux qu'on a eus dessus étaient extraordinaires et que, alors qu'on est joueur depuis très longtemps et que mon père est joueur aussi, on a découvert des titres et des genres sur cette plateforme qui ont marqué et qui nous ont marqué après. Tu vois, si on a kiffé la Dreamcast, c'est aussi parce qu'on sortait de la PlayStation. Mhm. Donc je pense que la PlayStation aura toujours sa place là, dans mon cœur. Et en jeu, Shenmue évidemment. Shenmue évidemment, le 1 parce que j'avais l'impression, enfin je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, on avait rarement vu ça, on savait même pas trop ce que c'était ça. Est-ce que c'était juste un jeu d'aventure? Est-ce que c'était un point and click déguisé? Enfin, qu'est-ce que c'était Ouais. ce jeu-là? Du coup, euh, ça venait aussi à un moment où la Dreamcast montrait toute sa puissance et que c'était cool d'avoir une Dreamcast parce qu'elle se vendait pas comme des petits pains. Donc du coup, tu montrais ce jeu à tes potes et tu disais, mais voilà pourquoi j'ai une Dreamcast. Est-ce que ta PlayStation a fait ça? Non. Est-ce que ta Nintendo 64 a fait ça? Non. Et on te disait, ouais, mais la PS2, tu verras, rigole avec ta PS2. Donc Shenmue rassemble beaucoup de choses sur ce que j'aime dans le jeu vidéo, sur le point de vue, que ce soit au point de vue technique, point de vue de l'écriture, de l'immersion, des trucs qui m'ont suivi après, donc forcément Mhm. c'est très important pour moi. Mais sinon, hmm, je pourrais en avoir une pour chaque genre, mais Mhm. Et je du coup, dirais que le les temps. Chevaliers de Baphomet est pas loin derrière. Écoute, enfin, je te propose qu'on avance tout doucement sur cette petite interview, qui risque de ne pas être si petite au final. On va maintenant aborder la partie question-réponse, ce concept super novateur, où je pose une question et où tu fais une réponse. Ok, d'accord. Okay. Alors, Je... j'espère que tu es prêt, par contre, c'est sérieux, c'est carré comme émission, donc attention. Okay. On va commencer par une question dont tu maîtrises le sujet, car j'ai quelques sources qui ont corroboré ces propos. J'aurais besoin que tu me fasses un top 3 des os les plus réalistes dans le jeu vidéo. Qui t'a dit ça? Oui. Alors, waouh. Oui, je suis fan de l'eau dans les jeux vidéo, du rendu de l'eau. J'aurais pas un classement très sérieux. Je mettrais Half-Life 2, je mettrais Splashdown sur PS2, qui n'est plus du tout réaliste, mais qui avait un rendu réaliste. Et pour les pour le très spécifique, je mettrais le rendu de l'eau dans l'intro d'une séquence du tout premier jeu Résistance, où on passait à côté de la mer et il fallait vraiment, c'était pas du tout sur le passage, il fallait se monter sur des caisses, etc. pour voir la ligne d'horizon. Et comme j'étais curieux, je suis monté là-dessus, je voulais voir ce qu'il y avait derrière la barrière. Et il y avait une des eaux les plus réalistes que j'ai jamais vues de l'ère PS3, qui est là pendant un virage avant de retourner au combat. Donc voilà, s'il y a des fanatiques de l'eau dans les jeux vidéo et qu'ils Voilà. ont aussi la ref, voilà, on en ressemble. Donc c'est quand même un top 3 pour les initiés, là, c'est pas... Ah ben oui, tu me parles du Ah rendu de oui. l'eau, oui, bah oui, bien sûr. Maintenant que je t'ai mis en confiance sur cette partie question-réponse, on va parler d'une question... ça va être une question qui fait peur. Une question qui va parler fantôme. Ouh. Toi, tu es plutôt Ghost of Tsushima ou Ghost in the Shell? Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, en animé, oui, bien sûr. Je l'ai découvert sur le tard, comme beaucoup Ouais. d'animés. En fait, je sais pas je pense que c'est mon père qui m'a inculqué ça, c'est que il y a pas mal de jeux et de films que je pouvais voir plus jeune et que j'ai laissé passer
avant d'avoir l'âge de bien les apprécier. Je sais pas pourquoi, et il y a des jeux comme ça où j'ai mis du temps à me les faire, et il y a des animés ou des livres que j'ai mis du temps à commencer, et je devais avoir 25 ans quand j'ai regardé Ghost in the Shell, et j'ai pris une claque. Et ouais, carrément. Ghost of Bah, Tsushima, c'est trop tôt pour savoir ce qu'on en pense. bien sûr. Et Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, t'as un avis dessus? Pas du tout? Je l'ai vu, Ouais. c'est un bon remake de Robocop. J'ai pas compris le changement qu'ils font sur le scénario, mais visuellement c'était propre. Je le reverrai pas, Mm. mais je me suis dit que pour les gens qui n'ont jamais rien vu de Ghost in the Shell, qui ne s'intéressent pas aux animés, euh, Patienteux. ils ont peut-être passé un bon moment. D'accord. Cette réponse me convient. Je suis pas un méchant, moi. Maintenant, on va parler. Je vais demander ton expertise parce que voilà, tu es expert jeux vidéo, expert amateur. Oula. Euh, J'aimerais que tu me donnes ton avis, ou plutôt ta compréhension concernant le phénomène Animal Crossing. Ta compréhension sur ce phénomène, elle se situe où à peu près? Ma compréhension d'Animal Crossing se situe à mon regard hébété quand ma meuf y joue. Je n'ai pas lancé deal sur le dernier, j'ai jamais joué à Animal Crossing du tout. D'accord. Je la vois jouer, j'ai vu des streamers y jouer, et je ne sais pas. Ça a l'air très bien, hein, puisqu'ils y retournent. Je ne sais pas. Alors que je suis très fan des Sims et que il semble qu'il y ait une parenté. Ouais. J'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Je trouve que ça va très lentement. Mais si vous vous amusez à ça, et si vous êtes nombreux à vous amuser à ça, c'est que je rate un truc. Donc peut-être, tu vois, peut-être dans quelques mois, je vais me dire, ah tiens, je vais lancer mon île, et je te dirai, mais en fait, c'est incroyable et tout, j'avais rien compris. Donc je suis certainement dans l'erreur, mais pour l'instant, je ne comprends pas. Eh bien, écoute, très bien. Question numéro 4, car on n'est pas là pour traîner non plus. Pour toi, c'est quoi le pire remaster slash remake slash portage jeu vidéo? Moi, par exemple, j'aurais tendance à dire Crazy Taxi sans sa bande originale, par exemple, tu vois. Celui-là, il est pas mal, ouais. J'en ai un très, très spécifique, je dirais le remake de Turtle in Time par Ubisoft Shanghai. Et je pense que tout le monde l'a oublié, effectivement. Alors que tout le monde se rappelle de l'original. Ouais. C'est pas bien. C'est pas bien. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ça, c'est vraiment très raté. Mais sinon, je vais être méchant parce que j'y ai pas joué. Je dirais que le remake reboot en 2,5D de Flashback m'a pas convaincu. Du peu que j'en ai joué, m'a pas convaincu. Ouais. Mais parce que j'aime beaucoup l'original aussi. Ouais, parce que ça, c'est peut-être ton affect d'origine. Et en gros, ils ont un peu touché un peu ce que tu aimais. Et suffit que tu n'aies pas été fan de la 2,5D, peut-être que ça a contribué au fait. C'est possible, mais je pense que de cette époque-là, si tu compares Flashback à, par exemple, un Shadow Complex, c'est pas de ouf non plus, tu vois. C'est tant mieux, tu vois, tant mieux si Paul QC a pu le faire. Ouais. Il y a eu d'autres problèmes sur d'autres jeux, donc je suis pas contre les jeux, enfin contre l'existence des jeux. Par exemple, tu vois, j'aime beaucoup comment on appelle ça, le remake de Resident Evil 2, que je n'ai toujours pas fait, mais j'aime beaucoup, ou même celui de FF7, parce que ça ne remplace pas l'original. Alors qu'un jeu, tu vois, un remake comme celui du premier Resident Evil, la version GameCube, ou par exemple le remake de Wonder Boy 3, ils sont tellement bons que si tu vois, dans 5 ans, je me dis, tiens, je vais me les faire, je vais peut-être me dire, je préfère faire le remake parce que c'est le même jeu, mais en vachement mieux, en vachement plus beau, en vachement plus fluide, etc. Et du coup, je préfère un remake qui propose autre chose. Comme ça, il remplace pas l'original. Et je peux toujours me dire, tiens, j'ai envie de faire l'original. Tu vois, si tu fais le remake de FF7, tu te dis, tiens, je me lancerai peut-être la galette. Ou si tu te fais le remake de Resident Evil 2, tu te dis, bon, c'est la même chose, mais comme c'est très différent dans l'approche, je rate rien, ou en tout cas, je me relancerai bien l'original. Et je préfère ces remakes-là.
D'accord. On va parler maintenant d'une console que tu aimes, la Dreamcast. Et j'aimerais savoir, d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses que cette console était trop en avance sur son temps en proposant à l'époque, donc il y a quand même plus de 20 ans, des jeux en ligne alors que les forfaits illimités n'existaient pas? Alors, la... la facture de 2000 balles de France Télécom que mon père a reçue à la sortie de Fantasy Star Online, je te dirais oui. Mais comme on payait pas, enfin si mon frère a dû quand même raquer pas mal, parce que c'était lui qui y jouait principalement. Je pense pas que c'était trop tôt. Je pense juste que c'était trop ambitieux pour ce qu'allait être la console. Ouais. Parce que effectivement à l'époque, il y avait genre la PS2 elle a le lecteur DVD, la Dreamcast à l'internet, mais vous allez voir la PS2 elle aura un modem et il y aura peut-être une extension sur la Dreamcast. On était sur qui a raison en premier là-dessus, mais tu peux pas lutter face à un lecteur DVD aussi peu cher et face au marketing de Sony à l'époque. Du coup, moi, je détestais énormément la PS2 au tout début, euh, jusqu'à ce que dans tous mes magazines Dreamcast, on m'annonce que ce jeu-là est annulé, ce jeu-là est annulé, ce jeu-là est annulé. Ça commençait à sentir le sapin de ouf. Donc, je pense pas que l'internet pour jusqu'à 6 milliards de joueurs était trop tôt. Je pense que c'est important qu'il y en ait qui se pètent les dents en ayant la bonne idée un peu tôt. Ouais. Le problème, c'est que Sega avait pas les reins pour assumer un nouvel échec à ce point-là, je pense. Donc, ça a pas marché, mais j'ai envie de dire, rien que pour la beauté du geste, je vous salue bien bas, monsieur Sega. Ah, Et puis c'était intéressant, il n'y avait pas énormément de jeux qui se jouaient vraiment en ligne. Enfin, j'ai très peu d'expérience de jeux en ligne sur la Dreamcast, mais le peu que j'en ai eu, c'était toujours étonnant parce que c'était nouveau sur une console. Donc, moi, mon expérience là-dessus, elle est toujours très bonne. Et c'est pas là-dessus que je dirais que ces gars ont fait une erreur, en fait. Mais non, c'est toujours dangereux d'être le premier, entre guillemets. Mais bon, au moins, on se rappellera de toi comme étant le premier. Alors, on leur donnera ça à Sega. S'ils nous entendent d'où ils sont. Salut mon pote. Je pense savoir que tu aimes bien les Battle Royale et les FPS. Et en termes d'intérêt, je t'ai demandé de choisir un peu entre tes deux meilleurs amis. Si tu devais choisir entre Apex et Doom en termes d'intérêt au niveau du jeu vidéo. Je vais dire Doom. Le reboot. J'ai pas encore fait la suite. Le reboot en soi, je m'attendais pas à kiffer autant quand j'ai lancé le jeu. Ouais. Parce que oui, j'avais le premier Doom, j'ai eu Doom 3. C'est des jeux que j'ai aimés, mais ça rentrait pas dans mes favoris. Et quand le remake, enfin le reboot est arrivé, je l'ai pas fait tout de suite. Et j'ai regardé un peu et j'ai pas senti une hype incroyable dessus, en tout cas dans mon entourage. Et du coup, quand je l'ai fait, c'est un peu comme pour Forza Horizon, je me suis dit, mais heureusement que je me suis laissé tenter parce que c'est extraordinaire. Ouais. Alors que Apex, c'est un jeu que personne n'attendait, qui est extrêmement exigeant. Et quand on a lancé le jeu le premier jour avec JP, on s'est fait rouler dessus comme pas permis, mais le fait est qu'on on s'était lassé de PUBG. Et du coup, c'était bien de lui donner sa chance parce qu'on n'avait plus envie de jouer à PUBG et on n'était pas intéressé par Fortnite. Et du coup, on s'est donné la peine de se prendre des raclées avant de comprendre comment se joue le jeu. C'est un des meilleurs FPS existants actuellement qui souffre des plus gros problèmes, peut-être par le Covid, peut-être par la direction d'Electronic Arts, peut-être par les choix internes de Respawn. Il n'est pas dans un très bon état aujourd'hui. J'espère que ça va aller mieux. Mais en termes de jeu, en termes de feeling quand tu joues au jeu, c'est très très proche du plaisir instantané que tu as sur Doom. Donc du coup, Doom, pour moi, est irréprochable. C'est un 100% du début à la fin. Apex,
c'est plus compliqué que ça, mais quand tu grattes vraiment, c'est un des meilleurs FPS du moment. D'accord. Eh bien, je te remercie pour cet avis fort intéressant. Et figure-toi que tu viens de pourrir ma dernière question en parlant de PUBG. Je t'en remercie. Car, comme je te dis, pour une fois, j'ai préparé quelque chose. Pouah. Et du coup, ma dernière question n'est pas vraiment une question, mais un exercice de style où je te demandais, tu peux ouvrir le mode mauvaise foi, de nous faire un magnifique éloge de PUBG par rapport à Apex. PUBG est un jeu très réaliste, avec des menus à ne plus savoir qu'en faire. Si vous aimez les menus, vous allez adorer PUBG parce qu'il n'y a que ça, il n'y a que des menus. C'est un jeu qui a eu la très bonne idée de diviser sa communauté en choisissant, en permettant de choisir la map sur laquelle vous allez jouer. Du coup, c'est très bien, histoire, si vous aimez les lobbies où vous pouvez lancer des pommes, histoire d'attendre 1000 ans. On peut aussi lancer des boules de neige maintenant, dans Et des certaines... boules de neige. Et ce que j'adore avant tout sur PUBG, c'est que à partir du moment où ils ont sorti la version 1.0, à partir du moment où le jeu était sorti, je suis devenu naze au M4. Pourquoi? C'est-à-dire que je roulais sur tout le monde avant, et puis d'un seul coup le patch sort, et apparemment je ne sais plus viser. Je ne sais pas. Pourquoi faire? Mais c'était un patch anti-enfalmir en fait sur PUBG, ils ont... Mais je pense qu'ils ont changé. J'étais pas fait pour ce patch. Mais voilà, c'est un jeu sur lequel vous pouvez passer 600 heures sans avoir aucune récompense intéressante qu'un t-shirt blanc. Eh bien écoute, merci, je pense que tu auras convaincu ma large communauté de donner sa chance à PUBG. Merci beaucoup, Enfalmir. Rien. Écoute, le temps passe tellement vite, on se dirige tout doucement vers la fin de cette fausse petite interview. Et avant de se dire au revoir, on va parler un peu actualité et avenir, côté Enfalmir, côté la case, côté jeux vidéo. Enfalmir, c'est quoi ton actu? Mon actu, c'est la saison 10 de la case rétro qui commence enfin, qui sera une saison plus réduite, plus condensée avec un choix de jeux stratosphérique. On a mis les petits plats dans les grands, que ce soit au niveau des choix de thèmes ou des invités qu'on va avoir. On a envie de se faire plaisir, on aura envie de tester des trucs avec vous, de partager tout ça avec la communauté. Du coup se retrouver donc sur votre application de podcast favorite et aussi sur Twitch, du coup avec toutes les activités qu'on a. Si vous avez envie de ne rien rater, le mieux c'est de nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit sur le Instagram, soit sur le Discord qu'on anime pas mal. D'ailleurs tu le sais, on permet aux gens de venir en sélection du mois pour partager leurs souvenirs d'un jeu. Donc du coup il y a tout un channel qui vous permet de proposer des jeux que vous avez envie de défendre ou en tout cas de partager. Donc si vous voulez vous tester, vous essayez au podcast, ça peut être aussi une bonne occasion de venir nous parler de vos jeux d'enfance. Mais sinon, ouais, en jeu vidéo, là, le principal moteur, ça va être la saison 10 de la case. Et des streams qui vont popper ici et là avec les gars de l'équipe ou d'autres personnes, d'autres copains. C'est l'avantage d'être toujours là après 10 ans, c'est que on s'est fait des copains dans le milieu qui ont les mêmes affinités. Donc du coup, oui, on se retrouve en podcast, sur YouTube aussi. Je l'ai promis, on va essayer de remettre les podcasts sur YouTube et sur Twitch. Bah écoute, super. Ah, juste avant qu'on se laisse, petit instant ma life, figure-toi que grâce à toi, grâce à la case rétro, il y a de ça 4 ans, j'ai fait mon premier marathon, car à force de vous écouter, je faisais ça en courant, et ben j'ai fini par faire 2 marathons en vous écoutant, donc merci à vous. Vous avez fait de moi un sportif, bon c'est révolu maintenant, mais j'étais sportif le temps de quelques années grâce à vous, merci beaucoup. Oh, trop cool. J'aime beaucoup cette anecdote. Oui, donc peut-être qu'avec la saison 10, je pourrais bien mettre... On va faire des podcasts de footing. Et écoute, avant qu'on se laisse, du coup, je te remercie enfin d'avoir pris du temps pour cette moyenne petite interview. Je mettrai tous les liens vers les réseaux de la case, vers tes réseaux dans la description, bien entendu. Je me ferai aussi le relais, bien sûr, quand la saison 10 sortira. C'est gentil. Ouais, c'est tout à fait normal. Il faut partager. Non, mais c'est vrai. En fait, c'est juste là, je rebondis dessus, mais c'est vrai que il faut partager quand on aime. C'est que en tant que podcasteur, je le sais bien, je suis très proche de la communauté, des retours qu'on a.
Et en fait, quand tu vois le nombre de gens qui écoutent les podcasts, qui téléchargent les podcasts et le nombre de gens avec qui tu interagis sur le Discord ou sur Instagram, enfin sur Instagram, sur Twitter Ouais. ou Facebook, c'est toute petite portion. En fait, n'hésitez pas, si vous aimez la case, à venir le dire en fait. Parce que ceux qui n'aiment pas n'auront aucun scrupule à venir. Et du coup, on aura l'impression qu'on fait mal les choses ou pas. Ouais, bien sûr. Donc, quand vous aimez un truc, que ce soit un podcast ou une vidéo YouTube ou un streamer, n'hésitez pas à venir lui dire que vous l'aimez. Donc, c'est toujours très important de soutenir les gens qu'on apprécie, même si on n'a pas besoin d'interagir, parce que vous nous entendez, vous avez l'impression qu'on interagit avec vous, mais en fait, si vous ne nous donnez pas ce retour, nous, on ne le sait pas. On voit une statistique, mais c'est mieux d'avoir de sentir qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Écoute, le message est passé. D'ailleurs, si vous avez des choses à dire à Enfa ou à moi-même, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je m'en ferai le relais. Bien sûr. Pensez également à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche sur la vidéo, ça me fera toujours plaisir, car comme l'a dit Enfa, c'est toujours sympa de savoir que le contenu que tu produis est apprécié. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci Enfa. Salut YouTube. Salut YouTube.